carnet d'audience à Koulouba, le président de la transition a reçu ce mardi le représentant de la Grande Assemblée nationale de Turquie et le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Les deux personnalités sont venues échanger avec le colonel Assimi Goïta sur la coopération avec leur pays, mais aussi transmettre les messages de remerciement de leur président. C'est parti pour la campagne de présentation des activités du Grand Bamako. C'est une initiative qui concerne 26 collectivités de Bamako et de sa périphérie. Il s'agira de faire face aux questions d'assainissement, d'adduction d'eau, entre autres. Nous nous rendons à Tombouctou où le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko vient de rendre visite aux hommes du groupement tactique Interarmes Scorpion. Ces hommes ont vaillamment repoussé l'attaque contre leur camp dimanche dernier. Et dans la chronique judiciaire, ce soir, nous allons parler du pôle national économique et financier. Créé en 2021, il est opérationnel depuis juin 2023. Cette juridiction nationale spécialisée lutte contre les atteintes aux biens publics, le faux et usage de faux et bien d'autres formes de délinquance. Bonsoir, bienvenue dans la grande édition Cap sur Koulouba où le président de la transition a reçu successivement en audience le représentant de la Grande Assemblée nationale de Turquie et le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Il a été question lors des échanges de la coopération entre les deux pays et le Mali. Pour rappel, les deux personnalités sont à Bamako dans le cadre de l'ouverture de la session d'octobre du CNT, des audiences suivies par Sidiki Dambélé. Présent à Bamako dans le cadre de l'ouverture de la session d'octobre du Conseil national de transition, le député et vice-président du groupe d'amitié Turquie-Mali à la Grande Assemblée nationale de Turquie, Orhan Ates, est la première personnalité reçue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les échanges ont surtout porté sur le renforcement de la coopération parlementaire et la diversification des partenariats entre les deux pays. Déjà, le Mali et la Turquie collaborent sur le plan de la défense. Nous avons discuté avec le président de la transition comment est-ce que nous allons continuer ces partenariats et comment est-ce que les experts des deux pays vont continuer à échanger afin d'accroître ce beau partenariat que nous avons sur tous les différents autres plans. J'ai aussi transmis à son Excellence le président de la transition les différents travaux que j'ai eu à présider hier avec mon homologue et ami colonel Diaw au niveau du CNT sur le plan de la santé. Nous avons échangé et la Turquie est déjà prête à transmettre et à apporter son appui sur le plan de la santé afin de pouvoir constituer un véritable bloc de santé national au Mali. J'ai aussi transmis à son Excellence le président de la transition la volonté de la Turquie à accompagner le Mali sur le plan de l'éducation. Nous allons mettre très prochainement à jour un programme d'échange entre les étudiants qui existe déjà, mais nous allons le fructifier entre les étudiants maliens et turcs et aussi les professeurs afin de pouvoir bâtir une école forte pour les deux pays. Outre les domaines de la sécurité, de la santé et de l'éducation, la Turquie entend développer avec le Mali d'autres secteurs porteurs dont le tourisme, a souligné le parlementaire. Le renforcement de la coopération parlementaire, une des directives des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, voilà le sujet largement évoqué par le président de la transition avec la deuxième personnalité du jour. Il s'agit du président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Ousmane Bougouma, invité d'honneur du CNT à l'ouverture de la session du 7 octobre. Ce qui était au départ une visite de courtoisie s'est transformé par la suite en une véritable séance de travail avec le président Goïta. Une séance de travail, ça n'a véritablement été une, puisque nous avons eu l'occasion de bénéficier des conseils avisés de son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui nous a surtout indiqué quel devait être le rôle que les parlements de transition doivent jouer dans le cadre à la fois au niveau national, mais aussi au niveau confédéral. C'est vous dire que nous ressortons de cette audience
très édifié, très content. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour remercier son Excellence le colonel Assimi Goïta qui nous a fait la fraternité de nous recevoir et surtout qui a pris le temps de nous donner ces conseils qui constituent aujourd'hui pour nous comme un programme de travail pour les différents parlements de transition. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour remercier mon frère, le colonel Malik Ndiaw, qui a facilité cette audience, qui nous a fait la fraternité de cette invitation et à travers eux, remercier tout le peuple malien pour l'accueil chaleureux et toute la fraternité manifestée pour moi et pour toute ma délégation depuis que nous sommes arrivés à Bamako. En termes de perspectives, le président de l'Assemblée législative de transition du Faso, Ousmane Bougouma, a donné l'assurance au président Goïta que les travaux sont en cours pour la mise en place rapide du Parlement de la Confédération des États du Sahel. Retour sur la cérémonie solennelle d'ouverture de la session d'octobre du Conseil national de transition. Plusieurs invités de marque ont honoré le Mali à cette occasion. Parmi eux, le représentant du président de la Grande Assemblée de la République de Turquie, Orhan Ateş, a réaffirmé la volonté de son pays d'élargir et de renforcer la coopération bilatérale entre le Mali et la République de Turquie. Propos recueillis par Al-Husseini Touré. Türkiye ve Mali arasında gelişmekte olan dostluk ve işbirliği Nous voulons travailler ensemble avec détermination et en étroite solidarité et collaboration pour promouvoir le développement de l'amitié et de la coopération entre la Turquie et le Mali dans tous les domaines sur des bases solides. En plus de l'évolution des contacts politiques de haut niveau entre nos pays, le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi que les nouveaux pas pris en avant presque chaque jour dans le domaine de l'éducation, de la santé, du commerce et des investissements, nous souhaitons renforcer les liens entre nos peuples en améliorant les relations entre les parlements des deux pays. En vue de ces efforts, nous avons créé le groupe d'amitié interparlementaire Turquie-Mali en novembre dernier au sein de la Grande Assemblée nationale de Turquie à la suite des élections tenues en Turquie en mai 2023, avec la participation de tous les représentants de tous les partis politiques au Parlement. À l'occasion de ma visite à Bamako aujourd'hui, je suis très heureux d'apprendre que les travaux visant à créer le groupe d'amitié interparlementaire Mali-Turquie au sein du Conseil national de la transition ont atteint le stade de leur finalisation. Je tiens à préciser que nous serons très heureux d'accueillir les membres de ce groupe dans notre pays dans les plus brefs délais. Vous accueillir parmi nous dans les prochains jours serait pour moi un très grand honneur et un grand honneur pour la République de Turquie. Le projet Grand Bamako a lancé aujourd'hui sa campagne de présentation. C'est une initiative qui concerne 26 collectivités de Bamako et de sa périphérie. Il s'agira de faire face aux questions d'assainissement, d'adduction d'eau, entre autres. La présente campagne permettra aux acteurs d'échanger et de partager les expériences sur les enjeux et les avantages du projet Grand Bamako. Arijou Matina. La campagne de communication du Grand Bamako est lancée à travers cette cérémonie. Durant 2 jours, les délégués des 26 collectivités qui ont décidé de se donner la main, les départements sectoriels des collectivités, les partenaires techniques et financiers et les délégations du Burkina Faso et du Niger vont échanger les expériences en vue de favoriser une meilleure compréhension du Grand Bamako qui est un ambitieux projet de développement local. Exaltante est la perspective dont il s'agit. Prendre soin de Bamako dans sa grandeur et sa diversité. 26 collectivités dont la mairie du district et les 6 communes, ainsi que 19 communes périurbaines, y vivre en paix, dans la sécurité, solidaires les uns avec les autres, entre Maliens et entre collectivités. L'objet du syndicat mixte intercollectivité Grand Bamako est à vocation multiple et porte sur les missions suivantes: engagement de l'espace, développement économique, voirie d'intérêt communautaire, études d'aménagement et gestion et entretien, politique de logement et du cadre de vie, collecte, traitement et valorisation des déchets, protection et mise en valeur de l'environnement.
Avec comme thème Grand Bamako, un pont entre zones de production et zones de transformation et de consommation, l'initiative est saluée et accompagnée par des partenaires. C'est pour nous très important de pouvoir travailler à vos côtés pour gérer ce phénomène de la métropolisation. Vous le savez, dans beaucoup de pays, les métropoles, capitales ou pas, portent un rôle, une responsabilité très importante, pas seulement envers leurs citoyens, mais aussi pour le développement du pays. Compte tenu des multiples défis actuels, dont des problèmes environnementaux, il était ainsi nécessaire pour la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako de relancer l'opérationnalisation du Grand Bamako avec les autres collectivités pour le bien-être des citoyens. Le syndicat mixte intercollectivité du Grand Bamako est d'abord une vision, celle d'une articulation entre la capitale Bamako et les communes rurales qui l'entourent dans un rayon de 50 à 80 km sur une superficie de 7129 km² pour une population d'environ 6 millions d'habitants en vue de promouvoir le développement et le bien-être des citoyens des deux entités. Sa stratégie est de définir ensemble et mettre en œuvre des programmes structurants de développement à travers la mise en commun des ressources et potentialités pour maximiser les chances de réussite. Par votre initiative, vous offrez ici un bel exemple à l'ensemble de la nation. Je nourris l'espoir que des exemples de ce type se multiplieront au Mali et qu'ils puissent inspirer ailleurs. Il est essentiel que nous construisons de nombreux ponts de ce genre pour édifier le nouveau Mali, le Mali croix. Je reste convaincu que les solutions pour le développement de nos territoires doivent être locales. Pour le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Grand Bamako s'inscrit parfaitement dans la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, une vision prise en compte par le gouvernement du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. De faire de la décentralisation le fondement de la construction des Mali nouveaux en favorisant une participation inclusive. Présent à cette activité, le Burkina Faso a saisi l'occasion pour signer une convention avec le Grand Bamako pour l'opérationnalisation du Grand Ouaga. Aujourd'hui, cette convention qui a été matérialisée aujourd'hui nous permet d'entrer véritablement dans le sujet qui nous anime, de pouvoir formaliser devant les autorités envie de travailler ensemble. On l'a défendu devant des organes comme l'UEMOA et d'autres instances à l'international. Des panels comme l'émergence de l'intercollectivité, le plan d'action et services métropolitains, l'agenda et programmes globaux et le panel sur l'échange d'expertise des villes invitées seront au menu des 2 jours des activités de lancement du Grand Bamako. Sur un tout autre plan, vous le savez, les hommes du groupement tactique Interarmes Scorpion ont vaillamment repoussé l'attaque contre leur camp. Dimanche dernier, bilan 2 véhicules piégés, détruits avant d'atteindre la cible, 20 terroristes neutralisés, des motos et des armes saisies. Le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko, le colonel Seydou Bassirou Nyagando, leur a rendu visite ce mardi. Commentaire Idrissa Goulou Sissoko. Suite à l'attaque du camp de Ber le dimanche dernier, le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko est allé rendre visite aux hommes du groupement tactique d'intervention Scorpion afin d'évaluer la situation et encourager les éléments. Dimanche, aux environs de 14h30, 2 véhicules bourrés d'explosifs ont tenté de rentrer dans le camp. Mais grâce à la vigilance des FAMA, les 2 véhicules ont été neutralisés avant d'atteindre le camp. L'ennemi a été, plus d'une vingtaine d'éléments ennemis a été neutralisés. Également, nous avons détruit 2 véhicules kamikazes, une dizaine de motos, dont 2 détruits au lieu de l'attaque, 8 est repéré. D'importantes quantités d'armes également saisies. Une doucette, et une lance-roquette anti-char, un PKM et 3 PM et d'importantes quantités de munitions. Il faudrait également noter que des moyens de communication ennemis ont été également saisis. D'autres objets d'usage et sanitaires également ont été repérés. Arrivé sur les lieux, le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko a visité le camp, a rendu visite aux blessés et rencontré nos braves soldats pour les transports. Les félicitations de la hiérarchie. Nous sommes venus ici à Ber
pour féliciter le commandant GTI Scorpion et ses hommes et à travers lui tout le personnel du secteur 3 pour les efforts inlassables en faveur de la paix, pour leur engagement, pour leur détermination face aux forces du mal. Et nous les félicitons pour avoir maintenu l'ennemi au loin, puisque vous avez vu avec nous que les 2 véhicules piégés qui étaient envoyés au niveau de Berre ont tous été neutralisés avant de rentrer dans l'enceinte. Les combats se sont déroulés en dehors du camp de Berre. Et nous avons pu mettre l'ennemi en déroute, qui a décroché, laissant derrière lui des blessés, laissant derrière lui des morts, des moyens roulants et du matériel saisi sur l'ennemi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois que l'occasion se présente, il faut infliger le maximum de pertes à l'ennemi. Et par la même occasion, l'équipe qui a tiré des obus sur l'aéroport de Tombouctou a été poursuivie, pourchassée et détruite à 105 km de Tombouctou. Et c'est cette dynamique qui va se poursuivre jusqu'à l'anéantissement total des forces du mal. Nous avons aussi visité les blessés, malgré que c'est des blessés légers, nous les souhaitons prompt rétablissement. Vous les avez vus, ce qui dénote que réellement les gens se sont défendus et aussi des infrastructures qui ont été un peu dénaturées dû au fait du souffle de l'explosion, puisque le camp est à base de Corimec. Donc avec le souffle, nous avons vu qu'il y a eu quelques dégâts, des dégâts minimes qui seront très bientôt mis à l'état. Nous avons aussi apporté du soutien, des munitions au camp de Berre pour la poursuite des opérations. Et sur le théâtre du secteur 3, les opérations vont se poursuivre. Les opérations de patrouille de nettoyage vont se poursuivre et l'ennemi sera poursuivi partout. L'on peut dire que grâce à nos vaillants soldats, la situation sécuritaire à Berre est sous contrôle. Bravo à nos femmes et justement, je vous invite à suivre les actions des femmes qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire des équipements. Le commentaire est signé Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que les attaques terroristes lancées contre le poste de sécurité de Berre et les tirs d'obus sur Tombouctou dans l'après-midi du dimanche 6 octobre 2024 ont été repoussées par les FAMA. Ces tentatives désespérées se sont soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes, la destruction de leur logistique et la saisie de grandes quantités de drogue, de plusieurs armes lourdes, des munitions et d'autres équipements de communication. Dans leur débandade, les assaillants rescapés ont été pourchassés et neutralisés à leur tour par les FAMA. Dans la matinée du lundi 7 octobre 2024, les surveillances ont permis de localiser 2 colonnes de véhicules au sud-est de Douéa, dans la localité de Tombouctou. Le premier transportant des terroristes armés a été frappé, ne laissant aucune chance à ses occupants. Le second véhicule transportant de grandes quantités de munitions a également été frappé avec succès. L'état-major général des armées rassure les populations que les traques des groupes armés terroristes et les opérations de sécurisation se poursuivront sur l'ensemble du territoire national. Et l'état-major général des armées informe l'opinion publique qu'une opération de contrôle de zone est en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal, au nord-est du Mali. C'est au cours de cette progression que les femmes arrivées dans la zone de l'embuscade où se sont déroulés les violents combats en juillet dernier, non loin de la localité de Tinzawaten, ont récupéré les dépouilles de leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Les corps récupérés seront pris en charge conformément aux procédures réglementaires des FAMA et inhumés avec le plus grand respect. Leur sacrifice continue de guider les FAMA dans la poursuite du combat dans la protection des populations et la préservation de l'intégrité territoriale. L'état-major général des armées adresse ses condoléances aux familles éprouvées. L'état-major général des armées remercie le peuple malien de son soutien constant aux FAMA qui sont engagés pour la paix et la sécurité du Mali.
Et nous poursuivons ce journal. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille poursuit sa formation des filles et femmes candidates au concours d'entrée à l'ENA. Cette fois-ci, elle concerne celles qui s'apprêtent à affronter les épreuves techniques du dit concours. Les sessions se tiennent simultanément au lycée Ba Aminata Diallo et au lycée technique. Compte rendu Fademba Keita. Les candidates qui préparent les épreuves techniques du concours d'entrée à l'École nationale d'administration sont du corps des inspecteurs des impôts, des administrateurs civils, des conseillers aux affaires étrangères, des inspecteurs des douanes, des planificateurs. Ici, à mon niveau, c'est l'inspecteur des services économiques. Donc, à ce niveau, il y a les éléments qu'il faudra faire ressortir, qui touchent un peu beaucoup d'économie et aussi des notions de contentieux juridique. Au-delà aussi, notre devoir, c'est les accompagner sur tous les niveaux dans la manière de faire la rédaction des épreuves techniques et de les permettre de mieux s'organiser dans ce sens. Ces filles et femmes en session sont celles qui ont suivi la formation au mois d'août et qui sont admises aux épreuves de culture générale du concours. Le module enseigné, c'est les relations internationales et le droit international. On nous enseigne plusieurs chapitres. Il faut rappeler que ces sessions sont une initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et qui aujourd'hui soutient la représentativité des femmes au niveau de l'administration publique. Je suis très heureuse de savoir qu'à l'issue de la première phase de ces cours de soutien, il y a eu du succès. Parce que sur 937 candidates inscrites, 832 ont pu participer à ces cours de soutien. Et sur les 832, 203 ont été admissibles, soit un taux de 24,40%. La formation qui a commencé le 28 septembre prend fin le vendredi 11 octobre 2024. Demain, mercredi 9 octobre, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée mondiale des postes. Créée il y a plus d'un siècle, l'institution célèbre cette année ses 150 ans sous le thème 150 ans d'engagement pour la communication, l'engagement et le développement des peuples à travers le monde. Occasion pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration d'adresser ce message. Le contenu avec Boubacar Bablé Touré. C'est en 1874 que l'Union postale universelle a vu le jour en Suisse. Créée dans l'optique de rassembler les différents pays membres, l'Union postale universelle a favorisé la communication, les échanges et l'accès aux services essentiels. 150 ans après, cette institution considérée premier exemple de multilatéralisme est toujours reconnue. Fondée avec 22 pays membres, l'organisation compte aujourd'hui 192 nations. Au fur et à mesure des années, l'Union postale universelle a su faire preuve d'adaptation face à des défis tels que les guerres, les crises et les changements technologiques rapides. Elle est restée un symbole fort d'unité internationale en veillant à ce que la communication soit accessible à tous, notamment aux personnes les plus vulnérables. Avec l'avènement du numérique, de nos jours, l'Union postale universelle s'efforce à adapter les services postaux aux réalités du moment. Cela en donnant l'opportunité aux pays membres de trouver de nouvelles solutions en vue de répondre aux défis de la modernisation. Le réseau étendu de l'Union postale universelle s'est adapté pour soutenir une plus large gamme de services, y compris le commerce électronique, les services financiers, sociaux et numériques, en garantissant un accès inclusif à la population du monde entier, y compris dans les régions les plus isolées, afin que personne ne soit laissé pour compte. Le thème choisi pour cette édition 2024 est 150 ans d'engagement pour la communication, l'engagement et le développement des peuples à travers le monde. C'est justement dans cette même perspective que des actions sont engagées par le gouvernement pour la mise en place de l'opérationnalisation du guichet unique de l'administration, pour faciliter l'accès des citoyens aux services de l'administration, et de Postwari pour renforcer le processus de digitalisation des moyens de paiement des services de l'État, tel que prôné par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Tout en restant impliqué dans le multilatéralisme,
l'Union postale universelle continuera à soutenir la communauté internationale et restera au service de la nouvelle génération pour les 150 prochaines années. La salle de réunion du ministère de la Jeunesse et des Sports a abrité ce mardi la première rencontre des membres de la commission de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue et des substances psychoactives. La réunion s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de la commission. Daouda Kone. Selon le rapport médical des concours de recrutement dans l'armée, plus de 2000 sujets ont échoué parce qu'il y avait des résidus de drogue dans leur sang. Cela prouve à suffisance que la drogue devient de plus en plus une menace pour la jeunesse au Mali. Pour sensibiliser et faire en sorte que la jeunesse soit protégée, une commission de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de drogue et des substances psychoactives est mise en place. C'est sur instruction du président de la transition. Vous savez, aujourd'hui, il y a un constat fort par rapport à la consommation de la drogue chez les jeunes. Et je pense qu'il y a des mesures qu'il faut prendre. Et dans ce cadre-là, le président a donné des instructions à ce que le ministère en charge de la jeunesse, avec le ministère de la Défense et d'autres acteurs, puissent se donner la main pour voir dans ce cadre-là qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le cadre de la sensibilisation des jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que plusieurs acteurs qui sont déjà dans cette mouvance, plus la société civile et d'autres acteurs, se sont donné la main pour que nous puissions voir aujourd'hui, dans le cadre de la commission, quelles sont les activités et les initiatives à mettre en œuvre dans le cadre de la sensibilisation. Cette première rencontre vise à baliser le terrain pour être efficace dans la nouvelle approche enclenchée par le ministère en charge de la jeunesse. Nous attendons de la commission des réponses très claires, précises et rapides. Parce qu'aujourd'hui, il urge et nous n'avons pas le temps de traîner là-dessus. Et ce que j'ai passé comme message, c'est de puiser aujourd'hui. Il ne faut pas réinventer la roue. Les choses sont connues, donc il faut aller vraiment sur ce qui est connu et essayer de bâtir rapidement là-dessus pour qu'on puisse apporter des solutions dans le cadre de la sensibilisation des jeunes dans ce contexte-là. Ce cadre, pour être efficace, va ratisser large avec les groupements de la société civile et les différents regroupements de la jeunesse ainsi que le ministère. Un mot de santé, les hôpitaux et centres de santé de référence outillés en appareils de réanimation et d'oxygène. Les dons sont de la part de l'UNICEF en étroite collaboration avec l'Office national de la santé et de la reproduction. Plusieurs régions, en plus du district de Bamako, sont concernées. La cérémonie de remise avec Hawa Adama Koulibaly. Le taux de mortalité maternelle selon l'EDS6 est de 325 pour 1000 naissances vivantes et l'EDS7 estime que 29 nés pour 1000 naissances vivantes ne voient pas leur 28e jour au Mali. Parmi les causes figurent la prématurité, l'anoxie et l'asphyxie. Tous ces cas de figure nécessitent un apport en oxygène, une denrée rare dans nos structures de santé. Équiper ces centres équivaut à sauver des vies. Le caractère polyvalent de l'oxygène a traité un large éventail de maladies susceptibles de causer l'hypoxie, voire la mort, faute de l'oxygénothérapie, est une intervention à fort impact et un bon rapport coût-efficacité en termes de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Le besoin d'oxygène reste encore important au Mali et les enfants sont les plus touchés. C'est pourquoi l'UNICEF ne ménage aucun effort pour la cause. L'un des éléments centraux, si on veut réduire la mortalité chez les enfants, réduire la mortalité chez la mère, il faudrait d'abord, à côté des autres interventions, insister sur l'oxygénothérapie. Et c'est pour cela que, avec le gouvernement, il y a eu une évaluation globale qui s'est faite dans le pays pour voir où est-ce qu'on en est. Les plus heureux sont bien évidemment les responsables des établissements médicaux. Chez nous, quand même, à Kati, le besoin est vraiment réel parce qu'aujourd'hui, nous avons un pôle mère-enfant constitué d'une pédiatrie et d'un service gynéco-obstétrique. Donc, le besoin se peut vraiment sentir. Nous nous engageons et nous nous engagerons à faire bon usage de ce matériel que nous venons de recevoir pour que nos populations puissent en être des bénéficiaires à hauteur de souhait. 9 directions régionales de la santé, 6 établissements publics hospitaliers et 6 centres hospitaliers universitaires ont bénéficié d'accessoires complets de prise en charge adéquate dans les maternités. Un autre objectif est d'atteindre les 1686 centres de santé communautaires du Mali.
Lancement ce matin à Bamako du programme de recherche multidisciplinaire sur la mise en œuvre du contrôle et de l'élimination du paludisme en Afrique de l'Ouest. Cette phase du programme des centres internationaux d'excellence pour la recherche sur le paludisme au Mali vise à étudier les déterminants de la transmission résiduelle du paludisme en zone rurale et en milieu urbain et périurbain de Bamako. Le point avec Seydou Traoré. Après 2 phases concluantes ponctuées par des résultats à hauteur de souhait dans la lutte pour l'éradication du paludisme, voici une nouvelle phase du programme des centres internationaux d'excellence pour la recherche sur le paludisme AMCR Mali. Ce 3e volet va se consacrer dans la recherche des tendances épidémiologiques de la maladie. Durant 5 ans, ce programme multidisciplinaire va œuvrer au contrôle et à l'élimination du paludisme en Afrique de l'Ouest et étudier l'impact des interventions courantes liées au paludisme ainsi que les nouveaux défis observés chez l'homme. Ce projet vise à comprendre pourquoi le paludisme persiste malgré les efforts que nous avons faits. Qu'est-ce que nous avons besoin de plus pour améliorer les programmes existants. Particulièrement, vous avez vu qu'il y a quelques défis concernant les moustiquaires. Ce programme de recherche financé par le gouvernement américain est porté par l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako à travers son centre universitaire de recherche clinique. Ce centre sera désormais un pôle dans le contrôle et l'alerte dans la prévention du paludisme au Mali. Grâce à ces interventions ou grâce à ce projet, nous pourrions avoir des informations cohérentes qui vont nous permettre d'intervenir ou encore de prendre des décisions politiques de santé qui seront fondées sur des connaissances et des preuves scientifiques. Et malgré les crises, je pense que dans le domaine de la recherche sur le paludisme, à travers le monde, nous pouvons être fiers en tant que Maliens. Pour plusieurs raisons. Parce que nous avons des chercheurs de haut niveau qui contribuent dans tous les aspects de la lutte contre le paludisme. Au lancement du projet, la directrice nationale du programme de lutte contre le paludisme a fait des témoignages sur le bien fondé des 2 premières phases du programme AMCR dans la lutte contre le paludisme au Mali. Il s'agit de l'assistance des structures de santé, la production des bases de données solides ainsi que des orientations pour la lutte contre le paludisme. Le Mali accueille la session 2024 du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. La rencontre de 5 jours porte sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication efficace. Les participants sont les agents des services de communication et des relations publiques des institutions et fonds des 13 pays membres du réseau. Batraoré. Le plan triennal de formation 2023-2025 du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFRO met un accent particulier sur le renforcement des compétences. Pour la session de 2024, le Mali est pays hôte à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication efficace sera au centre des échanges. Nous avons jugé nécessaire de former les chargés de communication des institutions et fonds membres du RAFRO afin de les outiller en technique d'élaboration d'un plan de communication au travers la stratégie, les outils et les méthodes. Les débats seront animés pendant 5 jours par un consultant recruté à cet effet. Le module principal, c'est un plan de communication et son exécution. Et pendant les 5 jours, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de communication, parce qu'on ne peut pas faire un plan sans stratégie. Une fois que la stratégie est déterminée, le plan va être fait. Et dans le cadre du plan, également, il y a un aspect extrêmement important qui est la budgétisation et surtout comment dérouler le tout. Et c'est ce qu'on va voir à travers des cas concrets, des exercices pratiques et surtout, voir certains plans qui ont déjà été faits, qui ont marché, et d'autres plans qui ont été faits, qui n'ont pas marché, afin qu'au sortir de ces 5 jours de formation, que chacun des participants puisse élaborer une stratégie et un plan de communication et l'exécuter sans problème. Le parallèle entre les objectifs déclinés dans la politique nationale de la formation professionnelle et le thème retenu par la présente session me paraît évident, tant le renforcement des capacités des ressources humaines de nos États demeure la priorité de nos gouvernements
respectifs. Aussi, voudrais-je inviter les participants à bien s'approprier les concepts et outils qui seront développés tout au long de la session par l'expert formateur retenu. Les participants à ces assises sont les agents des services de communication et des relations publiques des 13 pays membres, dont les 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Journée porte ouverte ce matin de Chorus International, une organisation américaine basée au Mali qui est engagée pour la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations pour un environnement sain. Cette journée vise à faire une lumière sur Chorus avec ses réalisations dans notre pays au profit des couches vulnérables. Seydou Traoré. Fondée en 2020, Chorus International est une organisation américaine qui évolue dans le domaine du développement durable et de l'humanitaire. Avec une trentaine d'expériences de terrain à travers le monde, Chorus International apporte une assistance dans 5 régions du Mali en matière de santé, d'éducation, de changement climatique, de sécurité alimentaire, de l'humanitaire et de la bonne gouvernance. Chorus, c'est un nom de famille de plusieurs organisations et chacune a sa spécialité. Par exemple, LWR reste dans l'agriculture, le développement économique. AME World Health est une autre organisation qui a une spécialité santé. Il y a aussi CGA Technologies qui intervient dans le domaine des technologies comme son nom l'indique. Il y a aussi Grand Nap Investing qui est aussi une firme qui appuie à la commercialisation des produits des organisations. Donc en fait, Chorus c'est un ensemble et c'est ça qu'on veut faire montrer aux gens. Nous saluons cet appui-là parce que ça nous permet toujours de venir en aide aux populations démunies qui ont été l'objet de catastrophes naturelles, dont les enfants, les orphelins. Outre le Fonds de solidarité nationale, les autres partenaires locaux ont fait des témoignages sur les interventions, les changements positifs des financements de Chorus International Mali en faveur des populations. La présentation détaillée du soutien humanitaire et du développement de l'organisation ont été soutenues par le représentant du ministre en charge de la santé, parrain de la journée. Ce programme a permis d'investir plus de 5 milliards au bénéfice des couches les plus vulnérables dans toutes les régions du Mali à travers la distribution de draps, de couvertures savon, de kits scolaires, de layette pour bébés, de kits sanitaires, pour ne citer que ceci. Comme au Mali, Chorus International apporte son assistance auprès de 35 pays à travers le monde. Les activités de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation ont été clôturées le samedi 21 septembre dans le village de Danga, commune rurale de Nouga, dans le cercle de Kangaba. Le choix de cette localité est loin d'être fortuit. Il y a quelques années de cela, existait une forte tension entre les villages de Tombala, Danga, Banankoro et Djoulafondo. Une tension ayant conduit à des affrontements meurtriers entre les habitants de ces différentes localités. Le commentaire de Boubacar Sissoko. Dans un passé récent, il existait une grande méfiance entre les habitants des villages de Tombola, Danga, Banankoro et Djoulafondo dans le cercle de Kangaba. Cette tension avait entraîné des affrontements meurtriers qui sont devenus aujourd'hui de mauvais souvenirs grâce aux efforts de médiation du gouverneur de la région de Koulikoro. Les habitants des villages concernés ont enterré la hache de guerre grâce aux différentes démarches du colonel Lamine Kapuri Sanogo pour ramener la paix et la cohésion sociale dans la localité. Cette situation de paix retrouvée a motivé les autorités de la transition à clôturer les activités de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation dans la commune de Nouga. Lors de cette cérémonie de clôture de la Sénar à Danga, l'émotion était grande. Les jeunes des villages jadis farouchement opposés ont foulé le sol de Danga avec une nouvelle détermination, celle d'être des ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale. En attestent les chaudes poignées de main qui symbolisent leur engagement à œuvrer pour l'entente. Une nouvelle page s'est donc ouverte en matière de paix et de vivre ensemble grâce à la ferme détermination des autorités régionales de Koulikoro. Les efforts doivent se poursuivre pour pérenniser ce climat de paix et de cohésion sociale pour le développement harmonieux du cercle de Kangaba, a conclu le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapuri Sanogo.
La chronique judiciaire de ce soir s'intéresse au pôle national économique et financier créé en 2021. Il est opérationnel depuis juin 2023. Cette juridiction nationale spécialisée lutte contre les atteintes aux biens publics, le faux et usage de faux et bien d'autres formes de délinquance. Pour mieux comprendre, suivons ce reportage de Garibou Pérou et de Tchédje Kamara. Dédié à la répression des crimes économiques, le faux usage de faux et autres infractions assimilées, le pôle national économique et financier est une juridiction spécialisée. Il regroupe à la fois les organes juridictionnels, les structures de contrôle, de vérification et de renseignement. Il est composé d'un parquet national autonome, mais également une chambre de jugement à la tête de laquelle il y a une présidente, mais également des juges au siège, 10 cabinets d'instruction spécialisés, des agents de police judiciaire et des officiers de police judiciaire au nombre de 60 en date, qui sont tous opérationnels, qui sont en fonction, regroupés en 16 équipes sous-groupes d'enquête selon les profils. Anticorruption, le pôle national économique et financier, en si peu de temps, a fait ses preuves, en attestent les dossiers traités ou en cours de traitement. C'est un outil, je me rappelle qu'en 6 mois, nous avions déjà donné quelques statistiques. À l'époque, je me rappelle très bien que c'était 71 dossiers qui avaient été réglés. Aujourd'hui, les chiffres, c'est 129 de janvier à nos jours, dossiers traités, sur lesquels il y en a 51 jugements rendus définitifs. Des jugements rendus par la Chambre. Et donc, vous avez 958 et 1041 courriers qui ont été traités, donc courriers arrivés comme au départ. Et vous avez 72 procès-verbaux qui ont été émis par la brigade. Ce n'est pas tout. De janvier à nos jours, à partir des procédures qui sont passées entre nos mains, soit celles que nous avons traitées, qui sont parties à la cour d'appel, ou alors celles qui sont en cours, ou même d'autres pour des considérations légales qui sont parties à la Cour suprême, c'est pas moins d'une quinzaine de milliards de fonds publics qui sont reversés à l'État. L'État a eu raison donc de mettre en place cette juridiction spécialisée en remplacement des 3 anciens pôles. Les traitements judiciaires des dossiers connaissent une célérité. Figurez-vous qu'à l'époque, les pôles qui étaient dans le ressort des cours d'appel, les parquets avaient en charge les infractions de droit commun et les infractions qui relèvent du pôle. Il y a une certaine forme de criminalité, y compris celle relative à la délinquance économique et financière, qui ne peut plus s'accommoder avec des investigations comme celles auxquelles nous avions assisté par le passé. Il faut des investigations plus poussées, plus spécialisées. D'ailleurs, l'un de nos objectifs, c'est celui de l'amélioration de la qualité du traitement qui est fait des procédures. À compétence nationale, le pôle économique et financier poursuit, instruit et juge les contrevenants, les délinquants et criminels. Ces réformes en cours permettront de rendre plus efficace la justice malienne. Le comité de soutien à l'AES de Libye vient de fêter le premier anniversaire de la création de l'AES à Tripoli. Au cours de cette manifestation qui a regroupé les citoyens des 3 pays, le comité a fait des propositions aux dirigeants de la confédération de l'AES. Souleymane Sidibé pour les commentaires. Un an de la création de l'AES, Maliens, Nigériens et Burkinabés vivant en Libye se retrouvent pour célébrer ce premier anniversaire dans la convivialité. Occasion pour le comité de soutien à l'AES qui regroupe les compatriotes des 3 pays d'afficher son soutien indéfectible aux 3 chefs d'État et de leur faire des propositions. Le monde entier en parlera que quelque part en Afrique de l'Ouest, 3 officiers ont sonné le gong, le tabalé, le Toubal, quelque part en Afrique de l'Ouest, qui changera les jours à venir la géopolitique et la géostratégie du monde. Souhaite une fédération de l'AES et propose. Aujourd'hui, il y a un vent nouveau qui souffle dans les 3 pays. Il y a un vent nouveau qui souffle au niveau de l'Alliance
des États du Sahel, il y a de l'espoir qui renaît. Il y a une vision qui est donnée. L'AES, avant tout, c'est une famille. Une famille qui a décidé de prendre son destin en main. Cette célébration était aussi un rendez-vous culturel. Les ressortissants des 3 pays ont fait montre de leur savoir-faire dans plusieurs domaines. Au Faso, dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique a pris part hier au lycée Ouenzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso à la traditionnelle montée des couleurs nationales. Il a ensuite rencontré l'ensemble du personnel de cet établissement. Au menu des échanges, les raisons de la création de ce ministère, ses missions et les défis qui restent à relever. Plus de précisions avec Bamakan Yannick Dabiré. Ici, au lycée Ouenzin Coulibaly, les acteurs du monde éducatif sont tous mobilisés dans un même esprit, autour du drapeau. Une montée des couleurs nationales qui se tient à la faveur des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. C'était de m'entretenir avec l'ensemble du personnel présent pour d'un côté leur donner les raisons qui ont prévalu pour la création du ministère de l'enseignement secondaire, la formation professionnelle et technique, la vision du chef de l'État par rapport à ces ministères, les attentes et aussi les nouveaux défis que nous allons avoir. Les échanges vont se poursuivre ici, dans la salle des profs. Pendant 2 heures, professeurs et personnel administratif ont posé leurs préoccupations à leur ministre, l'un des anciens élèves du Grand Loc. Les bâtiments ont été construits dans les années 50 et aujourd'hui, la toiture a perdu son étanchéité. Et quand il pleut comme ça, tous les bâtiments coulent. Et d'autres problèmes, comme nous avions dit, c'est la porosité de la clôture. Nous avons constaté ailleurs que malgré la clôture, il y a des infiltrations et l'insécurité, ce n'est pas seulement à l'intérieur des établissements, il y a aussi aux abords des établissements. Donc nous avons pensé qu'il fallait que l'on puisse discuter avec les premiers responsables de la sécurité pour voir comment est-ce qu'une police de l'éducation pourrait être mise en place pour nous aider à juguler ce problème d'insécurité que vivent la quasi-totalité de nos établissements. Pour cette rentrée scolaire 2024-2025, le lycée Ouenzin Coulibaly compte 4567 élèves répartis dans 66 classes avec 168 professeurs chargés de leur encadrement. Véritable calvaire pour les habitants de la ville de Bobo-Dioulasso suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur cette ville au petit matin du lundi 7 octobre. Plusieurs concessions ont été inondées et pas que. Un établissement d'enseignement situé au secteur 22 de Bobo-Dioulasso a fait les frais des eaux de pluie. Conséquence, les cours sont suspendus dans cet établissement le temps d'observer l'évolution de l'eau. Constat fait par Yannick Bamakan Dabiré. En tournée dans la ville de Sia pour prendre le pouls de la rentrée scolaire dans les différents établissements en cette période des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique est ici témoin de ce spectacle assez désolant dans l'une des écoles primaires de la place. Ici, nous avons vraiment pu constater que l'eau n'est pas évacuée. Je pense que le canal était bouché et l'eau a pu pénétrer dans cet établissement d'enseignement primaire et puis secondaire. L'école étant située dans une zone un peu basse là, quand il pleut, il y a beaucoup d'eau. Donc la cour de l'école a été inondée. La promptitude du personnel enseignant et la diligence des sapeurs-pompiers ont permis de sécuriser tous les élèves. En situation d'urgence, nous avons appris aux enseignants comment se comporter et ils ont bien appliqué. Tous les élèves ont été sécurisés et les parents sont venus chercher. Nous avons été alertés au cours de la matinée. Nous sommes dépêchés, nous sommes actuellement au secteur 22. Ce lundi 7 octobre, en effet, et dès 5 heures du matin,
La ville de Sia a enregistré une pluie assez abondante qui est tombée sans discontinuité jusqu'aux environs de 12 heures. D'une manière générale, le réseau de canalisation a bien répondu, mais dans la zone où nous sommes dans une zone basse, habituellement inondable. Et c'est aussi situé dans l'un des exutoires de la ville de Bobo. Le gouvernement a pris des initiatives et dans les villes de Bobo et Piwaga et ailleurs aussi, il y a des brigades qui ont été mises en place pour curer les caniveaux. Prudence oblige, les autorités recommandent la fermeture des classes ici au complexe scolaire Sainte-Claire de Bobo-Dioulasso en attendant l'évacuation totale des eaux de pluie. La population est aussi interpellée à éviter de braver les eaux de pluie en ces périodes de fortes précipitations. Signalons que Bamako également a été bien arrosé ce soir. Au Niger, rencontre d'échange ce matin à Niamey entre le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics et une délégation togolaise de l'Alliance pour la promotion du port de Lomé. Une rencontre pour redynamiser la coopération en vue de l'utilisation effective du port autonome de Lomé par le Niger. Jocelyne Amoussou et Yazi Rabiou. Cette rencontre d'échange entre le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT et la mission de l'Alliance pour la promotion du port autonome de Lomé vise à trouver des solutions communes pour faciliter la coopération entre le Niger et le Togo en vue de l'utilisation du port autonome de Lomé par les opérateurs économiques du Niger. Le port de Lomé est un partenaire du premier plan pour les chargeurs nigériens en particulier et tous les chargeurs des pays sans littoral en général. D'où l'importance du projet PCLON qui est devenu un projet stratégique. Dans le cadre du renforcement de cette coopération, un protocole a déjà été signé entre nos deux ministres des Transports. Les deux parties sont sur la même longueur d'onde, valoriser cette coopération. Occasion de rappeler quelques innovations dans ce sens pour cette mission qui regroupe divers acteurs portuaires, dont le port autonome de Lomé, la douane, les manutentions, les consignataires, pour ne citer que cela. Je voudrais vous exprimer la gratitude de toute la délégation et surtout vous apporter les remerciements du contre-amiral Fogon Kodjo Adegnon, directeur général du port autonome de Lomé et président de l'Alliance pour la promotion du port de Lomé. Et nous voudrons vous dire que nous sommes venus avec un message du contre-amiral, c'est celui de vous dire que le Togo, à travers le port autonome de Lomé, a pris un engagement solennel. C'est celui d'aider le Niger dans sa résilience. Depuis quelques jours, vous allez voir que si vous venez à l'intérieur du port, nous sommes passés de 12 points de contrôle à un seul point de contrôle à l'entrée du port, tous services confondus. Un présent offert au directeur général du Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT scelle cette coopération qui présage d'un lendemain meilleur. Page noire de cette édition, Alou Djim, journaliste expérimenté et figure emblématique des médias maliens, est décédé hier lundi à Bamako. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi. Nous y reviendrons dans l'édition de demain. Et l'URTEL, suite au décès de Alou Djim, ancien secrétaire général de l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, présente ses condoléances sincères à sa famille et à l'ensemble de ses collaborateurs. Et page noire toujours, Modibo Keïta, un ancien agent de l'ORTM, nous a quittés ce dimanche soir des suites d'une longue maladie. Il était documentariste et a fait valoir ses droits à la retraite en 2022 après avoir servi l'ORTM pendant de longues années. Modibo Keïta a été accompagné à sa dernière demeure ce lundi après-midi par ses collègues et voisins, parents, collaborateurs, amis. Dossé Babadjara et Mamadou Sidibé étaient présents à la cérémonie funèbre.
C'est après un long combat contre la maladie que la mort a eu raison de Modibo Keïta. Arraché à notre affection le dimanche soir, en tant que grand frère, vraiment, il m'a beaucoup aimé. Tout ce que moi je demande quand j'étais petit, il me fait tout dans la vie. Quand je pense à ça, je ne peux pas. J'ai des larmes sur mes yeux, vraiment. Il m'a tout fait dans la vie, vraiment. En tant que Benjamin de la famille, j'ai grandi avec lui. Il m'a élevé tout, il m'a donné toutes les éducations. Vraiment, je le remercie beaucoup, Dieu. Vraiment, que la terre lui soit légère. Grand travailleur de son état, Modibo Keïta s'est aussi beaucoup investi dans le milieu social, selon ses collaborateurs. J'ai beaucoup collaboré avec Modibo. On a partagé les mêmes bureaux pendant 6 ans. J'ai beaucoup retenu de l'homme. Un homme très humble, disponible, très très disponible. Rarement tu vas trouver des hommes rares comme Modibo. Même s'il a 5 francs, tu lui demandes 5 francs, il va te remettre ça. Et je retiens de lui aussi un homme très facilitateur. Quand tu as besoin de lui seulement, il faut faire appel à lui et il est très disponible pour toi. Que son âme repose en paix. Modibo Keïta est un grand frère pour moi. Je l'ai connu depuis l'enfance. C'était un homme très social qui a beaucoup contribué dans le domaine social avec ses propres fonds. Il collaborait avec tout le monde. Que son âme repose infiniment en paix. Que le paradis soit sa dernière demeure. Après la prière mortuaire à la grande mosquée de Ngolonina, Modibo Keïta repose désormais au cimetière de Nyarela. Il laisse derrière lui une épouse, un enfant et des collaborateurs inconsolables. Repose en paix Modibo Keïta. Et à suivre après ce journal, un magazine spécial consacré à la visite à Moscou d'une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances, composée de 4 membres du gouvernement, de représentants du CNT et de la présidence de la transition. La délégation a pris part à Moscou à la 7e édition de la semaine russe de l'énergie. Elle a fait également le suivi de l'ensemble des dossiers en instance dans le cadre du renforcement des relations économiques avec la Fédération de Russie. La délégation s'est enfin rendue à Kazan, capitale du Tatarstan, où elle a poursuivi ses rencontres avec les administrations et sociétés basées sur place dans le but de renforcer les échanges entre le Mali et cette partie de la Russie. Coopération Mali-Russie de Moscou à Kazan, dont les liens se tissent, un magazine de la rédaction réalisé par nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Tchédje Kamara. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.